Salut à tous, aujourd'hui on se refait une petite vidéo peinture à l'huile, ça fait plaisir. On va rendre hommage à un de mes héros, Mike Horn, au travers de cette peinture. C'est une peinture du Gaillard, j'ai utilisé des références de son photographe, ou du moins d'un de ses photographes qui s'appelle Étienne Claret, que j'aime beaucoup aussi, qui fait du très beau travail. Donc je vais vous donner des trucs et astuces, des aspects un peu techniques, et je vais aussi partager avec vous mes petites galères, parce que c'est une peinture qui a été difficile à faire pour moi. Je vais aussi en profiter pour répondre aux questions que vous avez posées sur cette peinture. Donc on va commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, c'est parti. Alors un tout petit mot rapide sur la réalisation du dessin et sur la planche. Je peins sur une planche de bois que j'ai préparée au gesso, j'ai mis une couche poncée, une couche poncée, une couche poncée, etc. Passer plusieurs couches de gesso jusqu'à ce que ce soit vraiment lisse, c'était ça mon objectif. Ensuite j'ai fait une mise au carreau pour recopier de façon assez texto une des photos de Étienne Claret. C'est pas quelque chose que je fais souvent, les mises au carreau, mais bon, là j'avais envie de faire ça. C'est clair que ça rend le dessin beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus précis. Par contre c'est quand même assez long mine de rien. Ensuite, pour les nuages, j'ai fait des nuages que j'avais sous une autre référence. Donc en fait, il y a plusieurs références photos sur la même image. Et ensuite, j'ai redessiné un bateau qui appartenait aussi à une autre image. Je passe rapidement sur cette étape parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le dessin et qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la peinture. Ensuite, j'ai tout repassé avec un feutre indélébile de sorte à ce que quand je peigne, ça parte pas. Et ensuite, c'est là que j'ai fait une première décision qui était peut-être pas la meilleure. J'ai fait une grisaille en fait avec du marron Van Eyck. Le marron Van Eyck, c'est un marron gris extrêmement désaturé. Moi, je trouve que c'est une couleur très très belle. Et du coup, après, c'était assez galère de le couvrir avec des glacis. Donc en fait, j'ai été très satisfait de ma version noir et blanc. Et dès que j'ai commencé à appliquer la couleur, ça m'a posé un peu souci. Peut-être que j'aurais dû commencer directement en couleur. Bon, ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées dans cette peinture en tout cas. Je vais répondre à la question de Franck Mello. Bonjour Marc, très belle réalisation, comme si ton œil avait utilisé des filtres comme un photographe. Bah ça, disons que c'est le style du peintre, quoi. Hein. C'est la touche, c'est le fait de faire quelque chose et de... Il y a un certain nombre d'imperfections et ces toutes petites imperfections créent un charme. Et ce charme-là crée comme effectivement un genre de filtre. Mais on voit ça en général dans la peinture, sauf si on essaye vraiment de faire du photoréalisme, mais c'est pas mon cas. Moi, je suis débutant en peinture à l'huile et j'aimerais te poser une question et savoir comment donner un effet de 3D aux éléments et donner du relief. Pour qu'un objet se ressente en 3 dimensions, il faut lui appliquer des valeurs qui donnent cette information. Et des valeurs, c'est l'échelle du blanc au foncé. Donc quand tu fais un objet, par exemple là, l'iceberg qui est à gauche, pour donner l'information que c'est un objet en 3D, il va y avoir bien sûr une zone de lumière et une zone d'ombre, avec les ombres portées, etc. Et ensuite, dans les ombres de lumière, tu vas aussi avoir un sous-groupe de valeurs, des sous-groupes de valeurs en fait, qui vont montrer des valeurs un peu plus claires et des valeurs un peu plus foncées. Et c'est le fait d'organiser de façon claire en fait tous ces groupes de valeurs qui vont donner les informations que tu regardes un objet en 3D. Parce que quand on fait de la peinture et qu'on essaie de faire de la peinture réaliste, on n'a pas les lignes. En fait, les lignes, on les voit plus à la fin. Mais on n'a pas besoin de lignes, puisque tu vois, quand tu regardes le monde avec tes propres yeux, il ne se dévoile pas à toi au travers de lignes, en fait. C'est simplement des blocs de valeurs que tu vois. Et tu perçois le monde qui t'entoure en 3D parce que tu vas avoir des groupes de valeurs bien distincts malgré la couleur. C'est pour ça qu'on peut lire tout à fait bien, on peut lire dans le sens où on peut comprendre tout à fait correctement une photo en noir et blanc. Même s'il n'y a pas de couleur dessus, tu comprends tout. C'est parce que le truc le plus fondamental, c'est faire en sorte d'avoir des clairs et des foncés qui soient cohérents. Je vais donner un exercice que tout le monde devrait faire, que moi j'ai beaucoup fait ces derniers temps, qui est un exercice incroyable. C'est d'avoir des objets très simples, des blocs, des sphères, des fruits, ce genre de trucs, et de les recopier juste en noir et blanc. Appliquez-vous, passez 2-3 heures à faire une peinture ou un dessin, et faites un rendu réaliste sur un objet le plus minimaliste possible. Donc là, typiquement, vu que je suis sur l'iceberg qui est à droite, et que cet iceberg-là est frappé par la lumière, eh bien je vais avoir un groupe de valeurs qui correspond à des valeurs qui sont à la lumière. Par contre, évidemment, ça prend un peu d'entraînement, il faut être capable d'observer ces valeurs quand on regarde une référence, se dire ok, ça c'est foncé, ça c'est clair, ça c'est un petit peu plus clair que ce qu'il y a à côté, etc. C'est un travail de comparaison de masse abstraite de valeurs et être capable de les appliquer sur la toile après. Alors une autre question un peu méta. Salut Marc, de temps en temps tu parles de l'aspect métaphysique de l'art et je le ressens dans cette toile et j'aimerais savoir quelle est ta technique pour insérer cette métaphysique dans ton œuvre. Voilà, au passage, j'aime beaucoup ton travail, félicitations. Merci bien, c'est cool. Je pense pas qu'il y ait de technique pour mettre un aspect métaphysique. Le problème du côté métaphysique, entre guillemets, on pourrait appeler ça le côté ressenti aussi. Et ça, c'est les goûts et les couleurs, donc c'est vraiment très très subjectif d'une personne à l'autre, voire même d'une époque à l'autre sur la même personne. Donc on a des goûts changeants, etc. Donc c'est une question qui est un petit peu difficile à répondre. Mais effectivement, tu dis, quelle est la technique pour insérer un truc métaphysique dans une œuvre? Je crois pas qu'il y ait technique, au contraire, je crois justement que c'est la partie pas technique, le côté métaphysique, c'est-à-dire que tu peins et en fait, sans le faire exprès,
entre toutes les erreurs qu'il va y avoir, les micro-erreurs à droite à gauche qu'il y a, et il y en a plein, ça crée un charme, ça crée un style, et c'est ça le côté un peu métaphysique entre guillemets. Ensuite, tu as vraiment encore une fois les goûts et les couleurs, par exemple une peinture ensoleillée, il y a plein de gens qui vont adorer, et une peinture au contraire qui vont être beaucoup plus moody, beaucoup plus sombre, avec une atmosphère un petit peu obscure, il y a d'autres personnes qui vont adorer, ça donne des informations différentes dans le sens entre guillemets métaphysique du terme, mais ça reste une question très très subjective au final. Alors une autre question, il est magnifique ton tableau, je n'arrive pas à déceler d'où vient la lumière. Non mais là de toute façon on le voit très très fort, surtout sur le bloc de gauche en fait, sur le bloc qui est à gauche qui est déjà peint, on voit très bien d'où la lumière arrive et on voit très bien où l'ombre se trouve en fait. Donc effectivement la lumière elle est en haut à gauche, le soleil il est en haut à gauche et on n'est pas sur un contre-jour. Ça c'est hyper important quand vous faites une illustration de savoir d'où la lumière vient. On peut après le calculer avec des méthodes de type perspective, linéaire, etc. pour savoir exactement où les ombres portées vont tomber, mais sans forcément aller jusque-là, parce que c'est pas toujours nécessaire de le faire. Parfois une estimation éduquée ça suffit. Ça reste important de prendre la décision, de se dire ok la lumière elle vient de cet endroit. Moi j'ai fait cette erreur pendant des années quand j'ai commencé la peinture à l'huile, je peignais un peu au pif, j'appliquais des éclairages etc. Et en fait j'arrivais pas à fixer parce que j'avais envie de tout faire, j'avais envie de faire du contre-jour, j'avais envie de faire au contraire une lumière qui arrive de gauche et une lumière qui arrive de droite, j'avais envie de tout faire. Et en fait du coup je faisais rien en fait finalement, je faisais à la fois tout et à force de tout faire il n'y avait plus rien. Résultat des courses, il fallait en fait que je me fixe sur une décision. Et si j'ai envie de faire là un contre-jour et la fois d'après une lumière latérale, je peux. Mais il faut à un moment donné se fixer sur une décision, sur une peinture. Et puis la prochaine peinture, on fera une autre décision. Allez, on fait un petit bond en avant dans le processus. Et là, il y a une séance de plus qui est passée. Donc en fait, l'idée là, c'est vraiment finalement de faire du coloriage en noir et blanc. Je fais ça parce que ça me permet de me focaliser sur les valeurs avant de passer à la couleur. Ça permet de faciliter le travail. Je pense que j'aurais mieux fait de commencer en couleur directement, mais j'ai été intimidé par le travail, du coup je ne l'ai pas fait. Résultat des courses, ça m'a fait pas mal galérer après quand j'ai justement commencé à appliquer la couleur. Donc grisaille ou pas grisaille, c'est un grand débat. Moi je dirais que faire des grisailles pour un travail fondamental, c'est forcément quelque chose de bénéfique parce qu'on travaille le noir et blanc. Et que c'est le noir et blanc qui fait lire les volumes correctement, comme on disait tout à l'heure. Par contre, est-ce qu'à terme, quand on a suffisamment eu d'entraînement et qu'on a le niveau pour faire de la couleur directement, est-ce que c'est pas mieux de faire de la couleur directement? Probablement que si. Probablement que si, parce qu'effectivement, lorsqu'on a un fond en noir et blanc, on va avoir tendance à avoir des couleurs qui risquent d'être un petit peu trop désaturées, un petit peu trop poussiéreuses. Et il y a certainement moyen d'aller plus vite au résultat escompté et de s'amuser plus en plus avec les couleurs en attaquant directement quelque chose qui va être coloré. Ça ne veut pas dire très coloré, mais juste coloré avec maîtrise. Alors là, je vais appliquer les premiers glacis, donc on va en parler un peu avant de passer aux autres questions. Parce que, en fait, une fois que ma peinture noir et blanc, elle est finie, et qu'elle est sèche, c'est ça qui est extrêmement important. Ça va très vite pour sécher, parce que là j'ai utilisé du liquin original, donc en 24 heures c'est sec, ça va extrêmement vite. Eh bien je vais commencer à pouvoir appliquer des glacis. Un glacis, c'est par définition une couche de peinture transparente appliquée sur une couche de peinture sèche. Ça permet, puisque c'est transparent, de laisser paraître les foncés et les clairs. Donc tout ce qu'on a fait avant, c'est ce qu'on appelle une grisaille, c'est une version désaturée de la peinture. Et maintenant, on passe des glacis, des couches transparentes, pour coloriser en fait ce qu'on a fait avant. Alors en général, les glacis, c'est assez fin, et ça peut très très vite saturer en couleur, il faut faire un petit peu attention. Mais éventuellement, je recommande de plutôt essayer de passer 2-3 couches, d'être même peut-être un peu timide sur les glacis entre guillemets, et de passer 2-3 couches de glacis et de laisser l'intensité du glacis apparaître au fur et à mesure des couches plutôt que de faire un glacis trop vif dès le début, parce que c'est comme tout en fait quand on fait quelque chose en noir et blanc, que ce soit en glacis ou pas d'ailleurs, mais on peut aussi vite le ruiner en couleur. Et on voit effectivement que ça rajoute vraiment une teinte en fait sans couper les détails d'avant, donc c'est assez sympa. Là on voit que je passe des glacis chauds parce que justement c'est une zone à la lumière. Je vais passer un glacis un petit peu rouge, orangé, pour peut-être donner un petit peu l'information d'une lumière un petit peu rasante. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je peins, la peinture au niveau des couleurs va pas mal changer. Parce qu'à force de placer des glacis, puis parfois des couches opaques, etc., ça modifie pas mal. Alors là, c'est là que les choses se corsent, c'est quand j'ai commencé à faire le ciel. J'ai perdu en objectivité, maintenant que je le regarde avec plusieurs mois de recul, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai commencé par faire des glacis bleus. Ce qui était en fait clairement la chose à faire, mais en fait j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le résultat, ça créait des variations abstraites que j'aimais pas. Et j'ai pas réussi à maîtriser mon glacis. Et ça m'a un peu
Ça m'a un peu dérouté parce que c'est un thème avec lequel je suis plutôt à l'aise en général, les glacis. Mais là, ça m'a posé problème. Et en fait, je pense que j'étais dans un genre de subjectivité du moment qui m'a trompé parce que quand je re-regarde la vidéo, en fait, ça me semble cohérent. Je pense que j'aurais dû continuer, peut-être faire un glacis plus léger et puis en faire 2 ou 3 plutôt que de l'effacer. Donc là, j'ai un pinceau très doux avec lequel, en fait, j'adoucis toute la surface de mon glacis, de sorte à enlever tous les coups de pinceau. Et comme un abruti, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai tout effacé. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Du coup, j'ai adopté une stratégie autre. À la place de faire des glacis, j'ai repeint sur les zones qui étaient en fait foncées, mais avec de la peinture opaque. Et je me suis senti de faire ça parce que les nuages qui sont au fond doivent être plutôt bleutés dû à la distance et au type d'éclairage que j'avais envie d'avoir là. Et le problème, c'est que la couleur avec laquelle j'ai fait la grisaille, qui est un espèce de marron foncé très désaturé, c'est plutôt désaturé, mais en fait, comparé à du bleu, c'est vraiment très chaud. Résultat des courses, j'avais du mal à refroidir en fait les nuages. Alors je travaille un peu avec des glacis, la réflexion qu'il y a dans l'eau. J'ai gardé l'eau en glacis tout le long parce qu'il y avait beaucoup de détails et que j'avais envie de les garder. Donc toute la partie qui est un petit peu orangée du ciel, elle reflète un petit peu du orangé dans l'eau. Toute la partie qui est bleue, elle reflète du bleu, etc. À partir de maintenant, justement, je vais refaire le ciel. Je pense que c'était pas une bonne décision que j'ai prise, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, j'ai refait le ciel avec de la peinture opaque. Et le problème, c'est que quand on fait côtoyer du glacis et de l'opaque, ça fait un genre de différence de texture le long de la peinture qui, à mon avis, est pas excellent. Donc si c'était à refaire, je ferais pas ce que je suis en train de faire là. Et je passerai 2-3 couches de glacis bleu léger pour garder quelque chose de beau et atmosphérique. Mais bon, c'est comme ça, on prend des décisions et après il faut faire avec. Peins-tu toujours avec modèle, photo, peinture, ou te forges-tu une image en tête et peins d'après ton imagination? Bon alors pour cette peinture, vous savez déjà comment j'ai procédé. Par contre, la méthode, comme je disais un petit peu tout à l'heure, moi personnellement, qui me donne envie avec le temps, c'est la méthode un peu des anciens. Les anciens, c'est-à-dire l'art classique où on devait représenter des scènes bibliques et tout. Il y avait des épreuves, et il y avait notamment une des épreuves, des examens en fait. Et l'examen était le suivant. On vous enferme dans une pièce et on vous donne quelques heures pour faire une scène. Vous avez un sujet, un petit peu comme si on écrivait une thèse ou un essai en fait. On vous dit par exemple, aujourd'hui on va faire la scène de Moïse avec l'étape de la loi, etc. Je dis n'importe quoi. On vous donne un thème, on vous donne une image en quelques lignes en fait. Et ensuite vous êtes isolé et vous devez dessiner, proposer des croquis. Proposer des croquis complètement d'imagination, parce que vous n'avez pas le choix. De toute façon, il n'y a pas de smartphone à cette époque. Donc à ce moment-là, bien sûr, il faut être capable de générer un croquis qui va être cohérent d'un point de vue proportion, perspective, anatomie et ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, c'est-à-dire le sens, le pourquoi on est en train de faire la scène qu'on est en train de faire. Et à partir de là, et seulement à partir de là, c'est-à-dire une fois qu'on a exprimé sa créativité pure en fait, eh bien on va utiliser des références. Alors à l'époque, les références c'était des modèles, des gens qui allaient dans les musées, des statues, ce genre de trucs. En fait, les grands peintres, ils peignaient beaucoup dans des ateliers où il y avait tout un tas d'objets, tout un tas de bibelots, de sculptures, etc. Et à partir de ça, ils font des compositions. Et en fait, ils recopient sur le vif. C'est pour ça, quand on va dans des musées, on voit des peintures de tarés avec un degré de réalisme incroyable. C'est que les gens, en fait, ils peignaient des objets qu'ils avaient sous les yeux. Donc bref, ça, c'est la méthode qui me fait, moi, fantasmer le plus. Tu te mets devant ta peinture, tu as une idée, tu as un storytelling, tu as envie de dire quelque chose, tu sais ce que c'est. Tu sais quel est le message que tu as envie de faire passer. À partir de là, tu te laisses aller sur du croquis, que ce soit au crayon ou des croquis en peinture, peu importe. Le médium qui te semble être le plus propice à ta créativité. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à rassembler des références, que ce soit des références sur le vif ou sur Internet. Après, on vit avec son temps aussi. Et là, tu peux faire ton rendu final. Mais c'est les références et la technique qu'elles vont t'apporter, les informations qu'elles vont t'apporter, qui vont servir ta créativité et non pas l'inverse. Tu commences pas par voir des références, puis tu dessines avec celles-ci. Tu commences par dessiner par toi-même, puis tu rassembles un certain nombre d'informations, puis à partir de là, tu es censé pouvoir faire une illustration au degré de performance que toi tu as envie. Ça dépend de ton ambition artistique aussi. Voilà, c'était un peu long, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors là, du coup, je reviens un tout petit peu à la peinture. Puisque le ciel était très très bleu et que c'est le ciel qui va refléter la lumière dans l'arrière en fait de l'iceberg, eh bien évidemment, j'ai dû faire l'arrière de l'iceberg très bleu. Donc en fait, j'ai dû saturer assez fort et recouvrir assez fort. Là, je vous cache pas que c'était un moment assez inconfortable pour moi, et c'est là, je pense que j'aurais dû en fait ne pas faire ça et passer plusieurs couches de glacis pour avoir peut-être une saturation un petit peu plus cohérente, un peu plus subtile. Bon, ça fait partie des petites galères que j'ai eues dans cette peinture. Comment sais-tu que l'intensité et la saturation d'une couleur est bonne? Combien de temps entre chaque couche? Alors le combien de temps entre chaque couche, ça dépend du médium utilisé. Moi j'utilise du liquin tout le temps. Enfin, en tout cas depuis un moment, c'est que ça que j'ai utilisé.
et ça me permet de faire une couche par jour, une couche tous les 24 heures, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Le liquin, c'est super. Et si vous voulez faire de la mise en pâte, il existe du liquin impasto. Et le liquin impasto, c'est un liquin en pâte. Et pareil, même si on met un demi-centimètre de peinture sur la toile, c'est sec en 24 heures. Alors du coup, au fur et à mesure que je passe des glacis, que je fonce, etc., après, il y a toujours un moment super satisfaisant. C'est de prendre une couleur bien claire, en général proche du blanc, puisque c'est clair par définition, mais c'est pas du blanc pur, c'est du blanc cassé. Et de faire ressortir 2-3 endroits, 2-3 petites surbrillances et tout, c'est toujours un moment très satisfaisant de faire ça. Question suivante. Comment gères-tu les glacis sur des structures déjà très claires comme les icebergs? Ah ben justement, en fait, plus c'est clair, plus c'est facile de faire un glacis. Donc plus c'est clair, en fait, plus ton glacis va avoir de l'influence, tout simplement, parce que ton glacis, c'est une couche transparente. Donc si tu mets une couche transparente jaune, très très léger, sur du noir, ça va faire quasiment rien. Ça va faire des reflets verdâtres, jaunâtres, mais ça va faire quasiment rien. Si tu fais ces mêmes glacis, exactement les mêmes, sur du blanc, tu risques d'avoir un jaune qui est assez pétard. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de faire des glacis sur des zones qui sont finalement pas mal claires. Allez, maintenant on va faire pas mal de petits détails dans les nuages. Je pense que j'en ai aussi un petit peu trop fait des détails. Je me suis un petit peu laissé embarquer en fait dans cette quantité de détails que j'avais envie de faire. Mais c'est pas grave, c'est quand même pas mal au final. Et ensuite, à la fin de la peinture, c'est là qu'on se réserve vraiment tous les détails les plus petits. Il ne faut pas commencer à faire les détails trop tôt, donc tout ce qui est les cordages du bateau, etc., c'est vraiment sur la fin. J'utilise ou une règle, ou pas de règle, en fait, ça dépend pour faire les traits. Mais l'idée, c'est d'utiliser un pinceau très fin avec une peinture liquide et suffisamment opaque qui va permettre de faire des tracés. Donc c'est assez long et laborieux. Donc sur la fin, on va garder les petits détails et puis les petits éclats de lumière finales, en fait, qui vont nous permettre de dire « Ok, la peinture, elle est terminée ». Voilà les amis, j'espère que c'était cool, vous aurez passé un bon moment. Posez-moi des questions pour la foire aux questions sur le tatouage pour les 50 000 abonnés et à bientôt, bye.